Alors, chers amis, bonsoir. Je m'appelle Jennifer Beeman et il me fait grandement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre table ronde avec des groupes travaillant sur des enjeux de santé environnementale. Chez Action Cancer du sein du Québec, étant donné comment nos luttes sont difficiles, notamment pour une réforme de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, on a vraiment senti le besoin d'inviter d'autres groupes préoccupés par des enjeux de santé environnementale et leur donner la parole afin d'échanger sur les défis, les blocages, les obstacles et que faire pour changer des choses. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que le Bureau d'Action Cancer du sein du Québec, ainsi que la plupart de son équipe, nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous voulons contribuer à la réconciliation et l'amélioration des relations avec les peuples autochtones. Par ailleurs, nous encourageons fortement le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada d'adopter et de mettre en application le principe de Joyce, nommé pour Joyce Echaquan. Puis maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre animatrice pour ce soir, ma collègue Ama-Maria Ani. Ama-Maria s'est jointe à l'équipe au mois de septembre, après 5 ans au CA. Elle a une grande expérience dans des groupes de femmes au Québec. Elle est hautement expérimentée en matière de défense des droits et elle est une animatrice hors pair. Alors, Ama, c'est à toi. Oh, ma déesse, quelle pression! Merci beaucoup, Jennifer. Tout d'abord, je voulais vous inviter à manifester. Je ne sais pas si tout le monde a accès à réaction en bas. Donc, si vous voulez manifester, applaudir ou faire un cœur ou quelque chose, pas pour m'applaudir moi, bien évidemment, mais tout simplement parce que on a encore une fois défié cet éloignement imposé par la pandémie. On a défié le mur virtuel encore ce soir pour échanger sur des sujets d'importance. Donc, vraiment, si vous voulez mettre un pouce ou quelque chose pour juste manifester qu'on est très, très satisfait, content d'être là aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu en période pré, post ou peu importe comment on veut appeler COVID. Donc, vous remercier pour votre présence malgré tous ces différents aléas-là. Et on est très honorés de recevoir pour les enjeux dont on va discuter aujourd'hui des humains et des humaines préoccupés qui sont impliqués dans leur communauté. Donc, Michel, Pascal, Caroline, Electra et Naolo. Et je les présenterai amplement dans quelques instants. Donc, ce soir, on a désiré, pour rappeler les objectifs, pendant 1h15, on a décidé de discuter des préoccupations quant aux substances toxiques et la santé environnementale sous la lunette, sous le prisme de 5 personnes qui représentent 5 organisations qui travaillent sur des enjeux de santé différents et qui interviennent auprès de publics cibles différents, pluriels. Donc, on va sonder leurs actions, sonder les enjeux principaux et leurs luttes. Rapidement, comme ça, je vais vous rappeler le déroulement qui va se faire en 4 temps. Donc, on va commencer par une question qui va être adressée à chaque intervenant, intervenante, qui aura 3 minutes temps record pour y répondre. Avant ça, je vais les présenter à travers une courte biographie. Je présente en gros, je présente une personne, je lui pose la question individuelle, elle y répond en temps record et je reprends la même valse avec la personne qui suit. Donc, on va ensuite, après ces 15 minutes-là de courte description de leur travail, on va passer à un échange plus fluide entre les invités, un échange basé sur 4 questions, ça va prendre à peu près 25 minutes. Ensuite, en fin d'échange, avant que vous ayez l'opportunité de poser vos questions,
Jennifer va faire une intervention surprise sur notre aventure surprise. Et le dénouement, ce qui va être le plus croustillant, mais qui va être très, très court, ça va être justement des réponses aux questions ou aux commentaires du public. Donc, il y aura une façon particulière de le faire. On va vous inviter à écrire vos questions dans le chat. Et voilà. Donc, Patricia Kearns, qui est ma collègue, sera la gardienne du temps. N'oubliez pas aussi de fermer vos micros. L'audience surtout. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous entendre, mais... Donc, n'oubliez pas de fermer vos micros pour qu'on puisse pas avoir d'interaction ou de choses désagréables. Donc, voici, très bien. Si vous n'avez aucune question, on est ready to roll. Juste préciser que la table ronde sera en français exclusivement. Et voilà. Donc, je m'apprête à commencer. Pour l'échange individuel, enfin pour la question individuelle à chacune des personnes invitées à se prononcer. Donc, je vais commencer par Michel Godet, donc, qui est le vice-président et directeur général de l'Association pour la santé environnementale au Québec. Donc, j'invite Vio à mettre dans le chat le site web de son organisme, si possible. Et je vous présente Michel. Donc, Michel a une formation en administration et en finance. Il était actif dans le domaine des droits de la personne et présentement travaille dans le domaine de la santé environnementale depuis 25 ans. Il est un des membres fondateurs et il était président de la Coalition pour les alternatives aux pesticides, fondée en 1999, et membre fondateur, vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Sa contribution actuelle à la santé environnementale a un impact sur plus d'1 million de Canadiennes et Canadiens diagnostiqués d'un handicap, la sensibilité chimique multiple, dont la prévalence est en hausse au Canada. Alors, première question, Michel, ça me fait un peu bizarre de ne pas le voir, de voir plus Electra dans la fenêtre, mais c'est pas grave. Je pense que quand il va parler, on va le voir. Donc, la première question pour toi, Michel, ce serait, est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, oui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton organisme, de l'enjeu central au cœur de votre travail sur la santé environnementale, donc la sensibilité chimique multiple et son lien avec les polluants présents dans notre environnement? Merci, c'est à toi pour 3 minutes. D'accord, on a environ 2000 membres et puis on représente des gens qui sont devenus malades suite à des expositions à des produits toxiques dans l'environnement. On a 4 programmes. Un, c'est le soutien puis l'aide pour nos membres, la sensibilisation en général pour le public. On a un projet de logement pour les gens qui sont hypersensibles, donc une construction très, très écologique. Et on fait de la recherche aussi. On va bientôt publier une recherche. Et puis, bon, la sensibilité chimique multiple, selon Statistique Canada en 2020, 1 130 000 Canadiens ont un diagnostic. 72% sont des femmes et environ 49% ont 55 ans et plus. C'est en croissance depuis que Statistique Canada tient des statistiques sur la sensibilité chimique multiple. C'est en croissance constante d'une année à l'autre. Ça ne baisse pas du tout. C'est une invalidité qui est reconnue par la Commission canadienne des droits de la personne. C'est vrai que ça fait aussi dans la définition des invalidités pour la Commission québécoise des droits de la personne. C'est un peu différent. Au Québec, c'est cas par cas, alors qu'au fédéral, c'est une politique en général. Beaucoup plus facile d'avoir des accommodements au fédéral. On est sur des comités consultatifs du gouvernement fédéral pour l'accessibilité, parce qu'on travaille du côté invalidité aussi. Et puis, les Nations unies ont passé une convention sur les droits des personnes qui sont handicapées. Le Canada en est signataire, donc on travaille au niveau fédéral. Beaucoup meilleure collaboration fédérale qu'au provincial, parce que selon le gouvernement du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec, qui a pris 10 ans pour faire une revue de littérature, les produits chimiques, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'anxiété des gens. Ce qui explique pour eux que c'est surtout des femmes, parce que les femmes souffrent plus d'anxiété, donc ce qui explique que c'est surtout des femmes qui réagissent aux produits chimiques. Évidemment, leur conclusion est totalement erronée. Ils ont ignoré plusieurs études
aucune personne sur leur comité avait une connaissance ou une expérience de la sensibilité chimique multiple. On a eu des rencontres avec eux, avec des experts qui sont en Ontario. Certains experts au Québec maintenant, mais c'est très peu, c'est surtout l'Ontario qui est plus d'expertise. Et le rapport de l'INSPQ va, contrairement à l'encontre de ce que le gouvernement, ce que le ministère de la Santé de l'Ontario a sorti en 2018. Alors, c'est où on est. On a une action actuellement, on essaye de convaincre le gouvernement d'enlever ce rapport-là du site Internet de l'INSPQ. Parce que si les études démontrent que si on traite les gens qui sont sensibles avec des soins psychiatriques, ça cause plus de tort que de bien à ces gens-là. Alors, on est le seul groupe au Canada. Il y en a déjà eu plusieurs autres. Ils ont tous fermé. On est le seul groupe actif au Canada. Et puis, ben, on parle au nom de 1 130 000 personnes qui ont un diagnostic. Le nombre est plus grand que ça parce que beaucoup de personnes n'ont pas de diagnostic. C'est pas facile d'avoir un diagnostic, surtout au Québec. Merci beaucoup, Michel. Tu es rentré dans les 3 minutes, mais vraiment d'une manière excellente. Ça vient tout juste de terminer. Donc, si jamais il y a des compléments, nous pourrons en reparler sûrement dans la partie fluide. Merci beaucoup, Michel. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec Pascal Priori, qui est fondateur de Victimes des pesticides du Québec. Donc, je vais demander à Vio de faire la même chose. Voilà. Donc, Pascal Priori, cofondateur et membre du conseil d'administration de Victimes des pesticides du Québec, diplômé en sciences de l'environnement à l'Université de Montréal, en sciences politiques à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Pascal s'implique dans le milieu communautaire au Québec depuis près de 10 ans, notamment auprès de Vigilance OGM ou de l'Alliance pour l'interdiction des pesticides systémiques. Il se spécialise sur les pesticides et leurs impacts sanitaires et environnementaux. Par ailleurs, il travaille à l'OBNL montréalais Solon, à la coordination de projets en mobilité dans une perspective de transition socio-écologique. Alors, Pascal, donc, dans ma petite enquête, pas très grande, mais en allant juste sur votre site, c'est la première chose qui est écrite. Donc, Victimes des pesticides du Québec regroupe les personnes victimes de pesticides afin de défendre leurs droits, d'en faire connaître leurs revendications et recommandations pour un Québec en santé sans pesticides. Est-ce que tu peux nous en dire plus en 3 minutes? Oui, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette table ronde. Oui, Victimes des pesticides du Québec est une jeune organisation qui est née en 2019, qui part du constat tout simplement qu'on parle beaucoup des pesticides de plus en plus. Il y a plus en plus de personnes qui sont conscientisées des risques, on va dire, mais on n'en a jamais utilisé autant, ou à peu près, ou en tout cas leur utilisation n'a jamais été aussi toxique pour l'environnement et notre santé. Et surtout, les personnes qui sont le plus exposées aux pesticides sont délaissées ou tout simplement n'ont pas conscience que leur exposition entraîne des risques sur la santé graves. Et donc, on parle de maladies neurodégénératives comme le Parkinson, de cancers comme les lymphomes non-Hodgkiniens. Et évidemment, je ne passerai pas dans une liste d'épiceries de maladies parce qu'il y en a beaucoup, puis ce n'est pas mon but, mais de dire que les pesticides peuvent avoir un impact très grand sur la santé. Donc, partant de ce constat-là, nous avons essayé de constituer, nous avons constitué Victimes des pesticides du Québec pour faire parler de cette problématique tout simplement qui affecte évidemment une diversité de professionnels, mais plus largement encore. Mais on a décidé de s'attaquer en priorité aux enjeux professionnels qui touchent les agriculteurs, qui sont les agricultrices, qui sont les premières exposées bien généralement, mais aussi toutes les autres professions qui épandent des pesticides, que ce soit pour des fins esthétiques en milieu urbain ou pour des fins professionnelles diverses. Et donc, notre objectif, c'est vraiment tout simplement de donner de l'information, parce qu'on s'aperçoit que bien trop souvent, les spécialistes en santé n'ont pas conscience des causes qui peuvent amener à des maladies communément liées aux pesticides, informer donc les professionnels de santé, mais aussi les victimes et leur entourage sur ces enjeux. Orienter aussi ces personnes qui peuvent être victimes dans les démarches souvent très complexes
lié au fait que très peu de ces maladies sont reconnues, puis je pourrais en reparler, ou en tout cas ont une façon de se faire reconnaître facilement. Puis évidemment, mobiliser tous les acteurs de la société pour prévenir les risques associés à l'usage de l'exposition de pesticides, afin de vraiment réduire à la source l'utilisation de pesticides et prévenir le maximum de dommages que les pesticides peuvent faire sur la santé. Puis un autre enjeu qui est bien souvent malheureusement balayé, c'est le fait qu'il y a énormément de preuves scientifiques, d'articles scientifiques qui paraissent chaque jour sur les dangers des pesticides, mais on se complaît quelque part dans une méconnaissance sur l'impact réel de ces pesticides. Donc on sait que les pesticides sont toxiques pour la santé, ils sont conçus pour tuer des animaux ou des plantes ou des champignons considérés comme nuisibles, mais bien souvent on ne fait pas le lien sur les effets à long terme qu'il y a sur la santé. Donc voilà, c'est vraiment toute une mission. On est encore une organisation très jeune, mais on compte sur un solide réseau au Québec d'organisations qui sont conscientes et qui souhaitent agir là-dessus pour faire évoluer les choses. Et on va entamer toute une série d'actions, notamment en 2022, pour justement conscientiser davantage. Voilà, merci. Très bien, super. Donc, on pourra parler aussi un peu plus tard également des différentes actions. Et si vous avez des liens vers les campagnes également, n'hésitez pas à les mettre dans le chat général. Voilà. Donc, nous poursuivons avec Caroline Voyer, directrice générale du Réseau des femmes en environnement. Donc, je vous présente Caroline. Caroline travaille au réseau depuis 2003. Son projet au réseau, c'est l'organisation, a organisé le colloque international Éco-Défi en 2005 sur la santé des femmes et l'environnement. Elle a touché à plusieurs dossiers, tous les dossiers du réseau, la santé, la progression des femmes dans les postes décisionnels, la communication responsable, les événements éco-responsables, etc. Elle adore donner des formations, accompagner les organisations dans leur transition écologique ou soutenir les membres du réseau dans leur recherche d'emploi en environnement. Son but, c'est d'accélérer l'adoption de pratiques durables dans la communauté pour une meilleure santé et un environnement de qualité. Alors, Caroline, ta question en 3 minutes. Mes enquêteurs privés m'ont dit que tu es une femme de défi et que le réseau s'est aussi lancé plusieurs défis, donc 10 défis, pour contrer les rejets toxiques dans l'eau. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur votre organisation et peut-être sur votre dossier concernant ce que je viens de nommer? Merci. Oui, bien sûr. Avant même de présenter ce qu'on fait et tout ça, je voulais juste reconnaître tout le travail qui est fait par les groupes qui sont ici ce soir. Vraiment, c'est important ce que les groupes qui sont présents font et puis ça mériterait d'être encore plus connu. Donc, merci à toutes les personnes présentes là, de nous écouter puis de peut-être être un petit peu les porte-paroles des organisations présentes. Là. Moi, je suis bien impressionnée ce soir. Oui, j'ai la chance de travailler au Réseau des femmes en environnement. C'est un organisme sans but lucratif qui a beaucoup survécu grâce à ses bénévoles. Hein. Comme tous les organismes ici, là, quand on nommait les projets auxquels j'ai participé, c'est parce que parfois, il y avait peu de ressources et beaucoup d'enjeux à traiter. Donc, au réseau, il faut savoir qu'on a créé le réseau parce que les femmes avaient envie d'en savoir plus sur les liens entre la santé et l'environnement. Il y avait très peu d'informations et puis très peu de recherches différenciées selon le sexe et le genre. Et donc, on a eu envie de connaître cet impact sur notre santé. Et je vous dirais que jusqu'à aujourd'hui, nos projets en santé sont beaucoup menés par des questions de nos membres. Nos membres ont des questions, des interrogations. Qu'est-ce qui affecte ma santé? Qu'est-ce que je peux faire pour réagir ou changer mes comportements pour me protéger moi ou protéger l'environnement pour améliorer la santé de l'environnement et des humains. Donc, c'était la raison de la création du réseau principalement. Ensuite, oui, on a organisé des colloques qui faisaient le lien entre la santé des femmes et l'environnement. On a développé des kiosques, des formations, tout le projet sabotage hormonal qui est en ligne. Si vous voulez aller voir, sabotagehormonal.org, qui vraiment fait le lien entre la santé et les perturbateurs endocriniens, ces substances qu'on connaît peu, qu'on ne soupçonne pas et qui affectent notre santé.
Donc, on a aussi développé une formation qui était plus axée sur les solutions. Donc, Mon éco-santé au quotidien, c'est disponible en ligne. Tous nos membres ont accès à cette formation-là, donnée justement par Lise Parent, qui est avec nous ce soir. Si j'oublie des choses, Lise, tu pourras toujours compléter ce que je dis. Donc, c'est une formation qui est accessible à tous, à toutes. Nous, on trouve ça important de démocratiser ces connaissances-là, puis que les gens puissent s'informer. On a développé des capsules vidéo aussi. En fait, on a mis en place toutes sortes de moyens, comme vous tous, pour rejoindre la population et les informer de ces enjeux-là qu'ils ne soupçonnent pas. On a aussi beaucoup misé dans les dernières années sur une charte française qui s'appelle la Charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, parce qu'on pense que les villes peuvent être un vecteur d'action et de prévention pour protéger la santé des citoyens. Le projet sur l'eau, oui, c'est le projet le plus récent. Donc, c'est un projet où on essaie d'éveiller les consciences des citoyens encore plus, parce qu'évidemment, ils sont très conscients déjà, mais sur le fait que ce qu'on rejette dans l'eau, en fait, va affecter la santé de nos cours d'eau et de notre santé à nous aussi. Je pourrais en parler un petit peu plus tard, peut-être. D'accord. Oui, parce que tu as été très bonne aussi. Ça vient tout juste de finir. Waouh, je suis impressionnée d'habitude. C'est trop génial. Donc, nous poursuivons avec Electra Talamagas, donc superviseure intervenante familiale chez Autisme Montréal. Electra a une maîtrise en service social de l'Université McGill. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la déficience, principalement au niveau de la défense de droit. Elle est actuellement superviseure et intervenante dans les situations psychosociales complexes à Autisme Montréal, organisme qui est préoccupé par la santé neurodéveloppementale des enfants et cherche à sensibiliser le grand public et les autorités gouvernementales quant aux enjeux et risques liés à la santé neurodéveloppementale. Alors, ta question, Electra, et puis je suis sûre que tu vas relever le défi des 3 minutes. Electra, est-ce que tu peux nous présenter ton organisation et plus spécifiquement, peut-être si tu le désires, les analyses fort intéressantes sur la prévalence de l'autisme et son lien avec les pesticides. D'ailleurs, j'ai espionné, j'ai vu que Pascal et toi, vous avez coécrit avec plusieurs auteurs d'ailleurs une revue de littérature qui s'intitule « Prévalence de l'autisme, doit-on s'inquiéter des pesticides ?» Alors, à toi le micro, Electra. Qu'on a perdu. C'est possible que je suis... Oui, bonsoir. Vous m'avez gardé sur muet, malheureusement. Alors, je l'ai défait. Alors, bonsoir tout le monde. Autisme Montréal est un organisme communautaire qui a comme mission principale la défense de droits. Effectivement, on cherche à sensibiliser, mais on offre aussi certains services à la clientèle. D'ailleurs, c'est notre 40e anniversaire cette année qu'on va fêter. Notre parcours dans ce qui concerne la santé date depuis très longtemps. On va remonter à l'ère pré-Internet, pré-Google. Dans les années 90, il y avait très peu d'informations sur l'autisme et même l'information, les recherches qui existaient, c'était souvent très erroné. Alors, Autisme Montréal a voulu aller chercher de l'information dans le but de le ramener au Québec. On est allé fréquenter annuellement des conférences, des congrès où il y avait beaucoup de spécialistes et médecins qui présentaient justement sur tout ce qui était lié à la santé et l'autisme. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on a pour la première fois entendu les liens entre l'autisme et la santé environnementale. Et à travers les années, on a fait venir plusieurs spécialistes et conférenciers à Montréal, justement, pour amener l'information au Québec. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse ici. À travers les dernières 25 années, il y a eu énormément de recherches et d'études qui ont été faites sur l'autisme. À l'heure actuelle, malgré les différentes théories qui existent, il y a un consensus qui a été créé qui dit que les causes de l'autisme sont multifactorielles. Oui, il y a des vulnérabilités génétiques, mais il y a également une interaction de facteurs environnementaux qui contribuent à déclencher l'autisme. Alors, parmi justement les facteurs environnementaux, on retrouve également les produits chimiques toxiques et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont nocifs envers les enfants. Les chercheurs croient que l'autisme se développe entre la 8e et la 14e semaine de grossesse, une période vraiment très critique au niveau du développement du cerveau et de tout le système nerveux central.
Et c'est aussi une période que le fœtus, toutes les barrières protectrices pour le fœtus, ben, il protège pas, il va pas filtrer, il va pas bloquer tous ces produits chimiques toxiques. Alors, cela implique évidemment qu'il faut baisser toute l'exposition aux produits chimiques toxiques. C'est vraiment pas seulement nécessaire de faire ça durant la grossesse, c'est même avant la grossesse. C'est ça que les recherches et les études démontrent. C'est pas Electra qui dit ça, c'est pas Artis Montréal qui dit ça, c'est les recherches et les études qui ont eu lieu à travers les années qui disent cela. Mais c'est autant également essentiel de le faire à la petite enfance. L'effet et l'impact qui arrive chez les enfants, regarde, c'est pas juste l'autisme qui va se manifester, ça cause des baisses de QI, de quotient intellectuel. On invoque le TDAH aussi, des troubles d'apprentissage, beaucoup de troubles de comportement. Les spécialistes internationaux, ils invoquent carrément, puis je m'excuse, je vais utiliser ce mot-ci, une pandémie. On est tanné d'entendre ce mot-là, mais ils disent qu'on fait face actuellement à une pandémie de toxicité neurodéveloppementale. On parle de générations d'enfants qui sont affectés à cause de tous les produits chimiques toxiques qui sont dans l'environnement. Alors, pour ce qui est de l'Autisme Montréal, nous, c'est essentiel. On trouve que c'est sensibiliser, éduquer, parler, donner accès à l'information. C'est la première étape essentielle qu'on doit le faire. Il y a très peu d'autres instances qui en parlent, au moins à Montréal et au Québec. Alors, il te reste 2 secondes. Oui. Il te reste 2 secondes. 2 secondes. Bon, ben, oui. Je pense que je vais me permettre d'arrêter ici et je vais garder mes autres éléments pour la deuxième partie de l'échange. Mais je vais juste finir avec, on tient absolument à maintenir le dialogue et de parler de cela quand personne d'autre en parle, parce qu'on parle de nos futures générations. Merci. Merci beaucoup, Electra. Merci beaucoup. Et donc, la dernière intervention pour cette partie, ça sera celle de Naolo Charles, donc avant la partie fluide. Donc, fondateur de la Black, excusez-moi, je ne suis pas anglophone, donc j'ai du mal à dire. Depuis tout à l'heure, je me pratique pour le environmental, mais j'arrive pas. Bon, OK. La Black Environmental Initiative. Ah, j'ai été bonne quand même. Et coordonnateur de la Coalition nationale pour la justice environnementale et climatique. Donc, la mission de BE Initiative, je préfère dire ça pour ne pas avoir à, est de promouvoir plus de diversité dans le secteur environnemental, plus de bénéfices environnementaux et plus d'opportunités d'engagement environnemental pour les jeunes racialisés. Naolo a aussi cofondé la Coalition canadienne pour la justice environnementale et climatique avec Dr. Ingrid Waldron, une coalition créée pour soutenir les communautés racialisées affectées par les injustices environnementales. Donc, ta question, Charles, ça sera, est-ce que tu peux nous présenter ou en dire plus sur la mission de Black Environmental Initiative et de vos analyses entourant le racisme environnemental? Bien sûr. Merci pour votre invitation. Merci à Maria pour cette introduction. Si ça peut aider, en fait, tu peux résumer, en fait, notre organisation, c'est l'Initiative des Noirs pour l'environnement, ça serait la traduction en français. Moi-même, je suis francophone, je suis basé à Toronto présentement, mais originellement de Montréal. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai commencé BE Initiative. La première raison, c'est ce qu'on peut décrire comme un manque de diversité dans le secteur environnemental. Et ensuite, on a beaucoup de données, en fait, beaucoup de recherches qui montrent que les communautés racialisées tentent à être exposées à un niveau de pollution environnementale disproportionné. Donc, en ce qui me concerne, je pense que l'une des premières pensées que je voulais partager, c'est que pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment entendu parler de racisme environnemental, souvent on se demande comment est-ce que l'environnement peut être raciste. Mais ce dont nous on parle, ce n'est pas vraiment pour dire que l'environnement est raciste. Le message qu'on lance en fait, c'est que les communautés racialisées tentent à être disproportionnellement impactées par les impacts environnementaux et ça mène à des enjeux de santé particuliers. Donc, en fait, on vit dans une société où le racisme va beaucoup plus loin que la brutalité policière. Ça affecte aussi la santé. Il y a beaucoup de recherches qui parlent de l'impact du racisme sur la santé au niveau du stress, mais il y a aussi un impact sur la santé qui vient aussi de l'exposition à des milieux environnementaux malsains. Donc, en fait, il y a un récent rapport du rapporteur général des Nations Unies sur les droits humains après sa visite au Canada en 2019
qui a sonné l'alarme en confirmant qu'il existe en fait des tendances au racisme environnemental au Canada et que plus d'1 million des Canadiens à faible revenu vivent à 1 kilomètre d'une source majeure de pollution. Donc, quand on parle de Canadiens à faible revenu, si on regarde les données de façon générale, ça va être souvent les communautés racialisées, ça va être souvent les communautés d'immigrants. Donc, même si au Canada, on ne collecte pas forcément les données sur la race, il y a vraiment un lien entre les retombées socio-économiques de ces communautés-là et la race. Donc, on a aussi des données qui démontrent que la pollution de l'air est à la source de 14 600 morts et plus de 2,7 millions de symptômes d'asthme par année au Canada. Mais ce que les données ne nous disent pas, c'est qui sont les personnes qui sont les plus impactées par ces problèmes-là. On a vraiment beaucoup d'anecdotes. Si vous regardez par exemple le film There's Something in the Water, qui a été coproduit par Dr. Ingrid Waldron, qui est le partenaire avec qui j'ai fondé la coalition. Vous pouvez trouver ce film-là sur Netflix. Si vous regardez le film, vous allez voir l'une des protagonistes qui s'appelle Louise se balader dans sa communauté et montrer ses voisins, montrer que ce voisin-ci est mort du cancer, l'autre est mort du cancer, et tout le monde est mort du cancer. Tout le monde dans leur communauté meurt du cancer. Donc, on n'a pas forcément de recherche sur le cas qui démontre en fait le lien entre la proximité des industries polluantes et le nombre de cancers dans ces communautés. Mais on est quand même capable de voir le lien entre ça. Moi, je pense un des messages que je voulais passer aussi, c'est que souvent la pollution environnementale est pas toujours visible. Donc, si on regarde par exemple le cas de Flint aux États-Unis, ça a pris des années avant de réaliser que le problème avait un impact sur la santé des gens. Donc, un des messages vraiment que je veux que les gens se retiennent de ma présentation, c'est que quand on parle d'impact de santé environnementale, surtout quand on parle des communautés racialisées, mais ça touche tout le monde, c'est souvent des impacts qui deviennent générationnels. Donc, c'est vrai que ça, c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les communautés racialisées qui souvent vont faire face à des impacts qui ont moins de capacité de pouvoir réagir à ces impacts-là. Et le terme que j'utilise pour décrire ça, c'est un peu comme si, en fait, une fois qu'on est dans des ghettos de santé environnementale, même si une personne réussit à améliorer ses capacités financières et sa situation socio-économique, souvent le ghetto environnemental reste en nous. Donc, ça veut dire, il y a un des exemples que je donne, par exemple, c'est… il te restera une demi-seconde. Okay. Je peux rajouter vraiment beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de chair sur le message. Mais en gros, vraiment, le message, c'est juste de dire que les communautés racialisées, les communautés immigrantes au Canada font souvent face à des risques environnementaux qui sont vraiment graves. Et notre travail, c'est vraiment ce travail d'engagement-là parce que souvent les communautés ne sont pas au courant. Il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de recherche sur ce sujet. Donc, moi, je vous invite à supporter le travail qu'on fait et j'espère qu'on va pouvoir en parler un peu plus. Oui, d'ailleurs, juste pour te le dire, on a mis dans le chat justement les différentes informations, l'article, votre communiqué sur le site de David Suzuki et aussi quand vous avez adressé le racisme environnemental au niveau national. Donc, on a mis ces liens-là. Juste pour continuer, donc on va y aller, on va continuer comme ça de manière très fluide. J'ai envie, moi, de vous poser une question pour continuer. Ce n'est pas individuel, c'est à qui veut prendre la parole. Je sens qu'Electra et Naolo vont vouloir y répondre, mais c'est surtout comment, après tout ce qu'on a entendu, comment, selon vous, on pourrait aborder ensemble ces incidences, donc celles des substances toxiques sur la santé, l'impact de ces incidences sur les populations marginalisées, avoir une voix plus forte, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire? Par vous, ça passe comment pour pouvoir avoir une voix plus forte ensemble? Est-ce que je suis claire d'abord? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être compléter en disant comment est-ce que vous vous organisez justement avec des groupes qui ont des préoccupations similaires, collaborer justement pour avoir un impact plus, pour être entendu?
Peut-être, si je peux me permettre de commenter, c'est les cas ici. J'allais dire, partie de la problématique, c'est effectivement qu'on a une scène de non-écoute de la part des instances, de la part des autorités. On vit énormément. Nous, à Autisme Montréal, on a vu comme deux phénomènes qui se sont déroulés parmi nos efforts à vouloir sensibiliser. D'un côté, il y a le syndrome de l'autruche. Par ça, je clarifie que parce que c'est un tellement gros problème à confronter, ben dans ce cas-là, on va céder à l'ignorance et on fait rien, c'est trop gros, c'est trop difficile. Et malgré, on a vu ça parmi des médecins, on a vu ça parmi des autorités gouvernementales, et c'était, comment je peux dire, il y a quelque part malheureusement un désintérêt malgré la popularité de l'environnement et de parler de l'environnement. Mais d'un autre côté, ce qu'on a vécu aussi, c'était beaucoup de résistance. C'est comme en parlant de la santé environnementale et comment que ça peut affecter comment un enfant va se développer, à quoi qui est exposé, etc., en très jeune enfance ou même avant qu'il y ait même la conception. Ben, on a touché comme un nerf très sensible chez diverses personnes. C'est très émotif et on a même reçu des tomates. Alors, de notre côté, on a décidé, ben, on va persévérer quand même. Il faut qu'on en parle. C'est pas une question de ne pas vouloir, un manque de respect envers la personne qui est autiste. C'est une question de parler de grossesse en santé, enfant en santé. Si on n'en parle pas collectivement, si on n'en parle pas de la part, je pense, entre nous, si on nomme pas les vraies affaires, mais pour le moment, les autorités, les instances, ils nous en parlent pas plus. Vous savez, même le milieu médical, on a trouvé, était très fermé à en discuter. Alors, nous, on a même initié des soirées spéciales entre médecins. On a fait venir des conférenciers spéciales avec beaucoup d'expertise. Et c'est vraiment très difficile de pénétrer. Je vais rejoindre M. Godet. C'est très difficile de pénétrer au Québec. Il y a comme c'est très, très, très conservateur au Québec. On dirait même plus au Québec qu'ailleurs. Et ça nuit carrément à tous les citoyens qu'on n'en parle pas, qu'il n'y a pas d'ouverture d'en discuter, qu'il n'y a pas de moyens. Alors, ça fait partie des questionnements qu'on a. Et maintenant quoi? Comment qu'on continue de cheminer? Je crois que c'est important qu'on le fasse collectivement parce que individuellement, souvent, on vit beaucoup de frustration, on se ramasse sur des murs fermés. Oui. Mais c'est essentiel qu'on continue. Le travail en synergie, effectivement. Je vois Michel Godet réagir. J'ai vu hocher de la tête. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à la force du travail en collectif ou à, voilà. On ne vous entend pas, par exemple. Il y a quelque chose par rapport au son? Oui, c'est bon maintenant. C'est parce que je partage le micro. OK. Ben, écoute, oui, plus on est unis, ben, plus on est fort. Hein. L'union fait la force, comme on dit. Et les obstacles Autisme Québec, Autisme Montréal rencontre, on les rencontre aussi. On le voit dans le dernier rapport de l'NSPQ publié le 29 juin. Le problème pour les produits chimiques, c'est un problème d'anxiété. Donc, on se débarrasse du problème parce que c'est plus compliqué à régler le problème des produits toxiques. Et les études démontrent aussi que si une mère souffre de sensibilité chimique multiple, elle a plus de chances de donner naissance à un enfant qui va être autistique ou qui aura un déficit d'attention. Il y a des études. Oh, ça c'est encore. Ça doit pas être. Ça doit être son anxiété qui a causé ça. On ne t'entend plus, Michel. J'ai fait une blague juste pour être clair. Mais voilà. Les gouvernements ne réagissent pas bien. Moi, j'ai travaillé, la dame parlait plutôt de la révision de la loi canadienne sur l'environnement. J'ai travaillé comme consultant pour Santé Canada et Environnement Canada dans les années 2000 pour la révision de la loi. Et puis, lorsqu'on emmenait quelque chose, qu'on réussissait à faire adopter quelque chose, ça va être effectif 25 ans plus tard. Et puis, on avait été mandaté pour faire un rapport sur la qualité de l'air extérieur sous le gouvernement Harper.
Puis ils ont tellement aimé notre rapport qu'ils ont dit à Santé Canada et Environnement Canada, réengagez jamais ces personnes-là. Donc, il n'y a pas d'ouverture au gouvernement. Je veux dire, on fait des beaux discours sur l'environnement. Ben, tu sais, pendant qu'on parle d'environnement, il y en a qui parlent de créer un troisième lien à Québec qui va emmener plus d'autos, en tout cas. Le message est... D'accord. Je l'entends plus, mais je pense que ça fait une bonne transition pour peut-être entendre aussi Caroline. Caroline, qu'est-ce qui pourrait être utile en termes, il revient en termes d'appui pour votre organisme, mais surtout aussi, je sais que Réseau Femmes en Environnement a quand même une perspective et une analyse, je dirais, genrée ou féministe, tu choisiras. Donc, justement, pour pouvoir aussi avoir un appui, pour pouvoir travailler ensemble avec plusieurs approches et perspectives, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, mais d'abord, je veux rebondir sur ce que Michel a dit. On a tellement besoin de cohérence. Moi aussi, ça me fait sursauter là, quand je lis dans les médias que le troisième lien, c'est bon pour l'environnement. Je me dis, mais où on va? En tout cas, pour répondre à la première question aussi, dans le fond, oui, je pense que la collaboration est nécessaire. Je pense que les ressources sont limitées. Donc oui, il y a un besoin de synergie, de travail en collaboration. On est des organisations avec des budgets, des ressources limitées. Donc oui, c'est des très bonnes idées. Quoi faire pour aller plus loin? Des fois, on vient qu'on est comme un peu à bout de souffle, justement. J'écoutais Michel qui travaille là-dedans depuis des années. À un moment donné, on se demande, OK, mais il me semble que j'ai essayé d'aller de ce côté-là, j'ai fait telle action. Qu'est-ce qui va faire débloquer les choses? Donc, j'ai pas nécessairement de réponse ce soir, mais je sais qu'il y a Catherine qui est là de la table des groupes de femmes de Montréal. Il y a de l'intérêt un peu partout pour ces questions-là. Je sais pas, je pense que oui, il va falloir travailler en collaboration entre organismes pour que ça puisse débloquer, puis peut-être choisir nos luttes. On a choisi nos luttes, chacun a choisi ses luttes, mais si on veut faire avancer un dossier spécifiquement, on pourra peut-être travailler en collaboration. On fait partie, par exemple, d'un collectif qui s'appelle le CREPA, justement sur la question des pesticides. Et puis, c'est le fun de se mettre à plusieurs aussi pour réfléchir à des solutions sur des thématiques. Des fois, ça peut nous solliciter un peu l'imaginaire. Puis, je pense qu'il faut aussi, moi, je travaille beaucoup, l'équipe s'est beaucoup rajeunie, là. Puis je pense qu'il faut vraiment miser sur les réseaux sociaux, les vidéos, les éléments de communication pour rejoindre les gens. Merci beaucoup, Caroline. Naolo? Naolo est là, toujours? Oui. Ah oui, alors, Naolo, en fait, toi, tu fais partie, vous avez créé une coalition. Donc, vous avez créé une coalition qui fonctionne, qui fait un énorme travail. Donc, peut-être que juste là, il nous reste peut-être 5 minutes. Donc, ce serait de te demander, peut-être que toi, tu pourrais plus nous parler des leçons que vous avez apprises justement dans la collaboration, dans le travail de synergie dont on parle. Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter un peu là-dessus par rapport au travail en coalition ensemble? C'est une bonne question. Je pense que la raison pour laquelle on a démarré la coalition, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que tout seul, une seule organisation ne peut pas forcément créer le type de changement systémique dont on a besoin pour régler les problèmes auxquels on fait face. Donc, moi, personnellement, quand j'ai commencé Be Initiative, je savais que tout seul, je n'avais pas les ressources. C'est pour ça que j'ai commencé mon partenariat avec Ingrid et ensuite, on a ouvert ça à plus d'organisations. Est-ce que notre coalition est un modèle à suivre pour toutes les coalitions? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que l'intention, elle est là et je pense qu'on doit tous essayer de travailler ensemble. Par contre, sans ressources, c'est vraiment difficile d'avoir un impact. Peu importe à quel point on se met ensemble, sans ressources, c'est vraiment difficile. Le lien que j'aimerais faire, c'est avec, je pense, le commentaire de Caroline quand elle parlait du fait que dans les journaux, on voit du contenu et des messages qui sont en fait erronés. Ça, c'est un peu en lien aussi avec le fait qu'il y a des intérêts économiques qui sont derrière tout ça, qui ont les ressources pour pouvoir promouvoir leur façon de voir les choses. Et nous, de notre côté, on n'a pas assez de ressources pour pouvoir faire la contre-attaque contre ça. Donc ça, moi, je pense que c'est un des problèmes. L'autre point que je voulais faire, c'est que moi, je pense qu'un des enjeux les plus importants en ce qui concerne le racisme environnemental, mais aussi beaucoup des autres
causes dont j'entends parler, les pesticides, l'autisme, tout ça, ça a un lien avec le changement culturel dont on a besoin dans notre société actuellement. On est vraiment dans une société capitaliste. Donc, tout ce qui ne représente pas une retombée économique n'est pas valorisé dans la société. Et ça, c'est un problème, en fait. Et je pense que moi, j'invite les gens à vraiment à essayer de... Nous, on a vraiment une lecture anticoloniale de tout le travail qu'on fait parce qu'en fait, on voit un lien très direct entre notre historique de colonisation et le capitalisme. Et je pense qu'on a tous une sorte de prise de conscience à faire à ce niveau-là parce que ça va être vraiment très difficile de changer comment est-ce que le système fonctionne si on continue à rester dans un système qui ne valorise que la production économique et donc c'est vraiment de façon générale, peu importe les projets sur lesquels on travaille, on a besoin de créer une société un peu plus altruiste et donc moi je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps, c'est tellement intéressant, c'est tellement intéressant. Le temps est court, mais je pense que l'essentiel a été partagé. Donc, avant de faire une conclusion, je vais inviter Jennifer à intervenir par rapport à notre action à Cancer du sein et aussi à un projet que nous avons. Et ensuite, je reviendrai prendre la parole pour conclure. Ouais. Juste pour être clair, ça continue jusqu'à oui, bien sûr. 19h15. Oui. On aura des questions des gens. Par ailleurs, j'invite tous les participants ici ce soir d'écrire vos idées, vos questions dans le chat. On va garder le chat et en fait, ça va être une source extrêmement riche pour nos analyses, des renseignements en termes de comment vous voyez des choses, qu'est-ce que vous suggérez, quelles questions est-ce que vous posez sur ces enjeux. Puis deuxième chose, c'est que cet échange est tellement riche. Déjà, je veux une deuxième édition de cette table ronde. C'est beaucoup trop court, c'est beaucoup trop important. On a effleuré des sujets qui sont d'une importance absolument capitale. Alors pour tous nos invités ce soir, vraiment, je vous réinvite déjà à une deuxième édition parce qu'il faut qu'on creuse beaucoup plus ce qu'on a commencé ici ce soir. On a deux annonces Action Cancer du sein pour précisément les mêmes raisons qui a été présenté ici en termes de la lourdeur du non-écoute, du fait que on avait énormément de difficultés à faire avancer nos luttes, notamment pour une réforme de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, parce que le cancer du sein, il y a tellement d'études sur les liens entre les perturbateurs endocriniens et le cancer du sein, bien que ça soit une maladie multifactorielle en termes des causes. Nous, on a vraiment senti le besoin de voir est-ce qu'on peut réunir des groupes qui travaillent sur des enjeux de santé environnementale, notamment sur les toxiques. Alors, on a un projet on a un petit financement pour essayer d'initier une coalition en santé environnementale, justement parce que les grands problèmes de santé environnementale continuent d'être mis en doute, ignorés, banalisés, marginalisés, niés carrément, comme ça a été le cas pour les sensibilités chimiques multiples dernièrement. Et on va commencer le travail de contacter des groupes. Alors, les groupes qui sont intéressés sont invités à nous contacter. Toute l'information est sur notre site. On va organiser une première rencontre au mois de janvier. S'il y a des groupes qui veulent faire partie de l'organisation, c'est génial. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à l'organisation, mais ça vous intéresse quand même, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez juste venir voir au mois de janvier, voir de quoi il s'agit, il n'y a aucun problème non plus. On s'est dit que comme mandat, c'est vraiment il faut
si on réussit à créer une coalition en santé mentale, il faut que ça soit utile pour les membres d'abord et avant tout. Donc, ça serait de partager et renforcer les capacités et les expertises des groupes membres, faciliter la création d'un plus grand mouvement de sensibilisation du public, alors amplifier nos messages vis-à-vis le public, puis vraiment de renforcer l'influence des groupes vis-à-vis les décideurs afin de créer les changements systémiques nécessaires pour un environnement sain pour tous et toutes. Parce qu'on voit à quel point la question des substances chimiques, changement climatique, on a enfin percé, il y aura vraiment des plans d'action, etc., mais on dirait dans les grands dossiers d'environnement, que c'est qu'est-ce qu'on dit, le cousin pauvre, ou en tout cas, c'est vraiment, ça crée pas même si le public est intéressé lorsqu'on en parle, on a quand même beaucoup plus de difficultés à faire avancer nos dossiers. Alors ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que pour nous, la réglementation des substances toxiques, mais pas des pesticides. La réglementation des pesticides, c'est un autre système de réglementation, mais pour tout le reste, c'est la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Et au mois d'avril, avec la pandémie, ça se peut que vous n'avez pas vu ça passer, mais le gouvernement a déposé un projet de loi pour réformer la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Et alors, nous, on va mobiliser des groupes. On veut mobiliser des groupes pour signer une lettre commune pour mettre de la pression sur le nouveau ministre de l'Environnement pour faire de la réforme de la LCPE sa priorité législative en matière d'environnement. Je vais tout de suite après passer la parole à Naolo parce qu'il y a un autre projet de loi extrêmement important, mais j'aimerais, Naolo, que toi tu en parles. Nous, ce que on propose, c'est de soumettre un projet de loi en se basant sur le projet de loi C-28. C'était le projet de loi qui a été introduit au mois d'avril, mais en l'améliorant. Il y avait des faiblesses, il faut l'améliorer. Mais en même temps, il y avait un autre projet de loi. Naolo a pas parlé, mais ils ont eu un succès très impressionnant, très rapidement, avec un projet de loi sur le racisme environnemental. Et j'aimerais que tu en parles parce que on veut vous appuyer et on ne veut pas qu'il y ait une compétition entre ces deux projets de loi. Alors, comment est-ce que tu envisages ces deux choses majeures qui arrivent en même temps et peut-être on va pouvoir percer? J'entends beaucoup de choses en termes de comment arrimer les deux, mais qu'est-ce que la coalition canadienne aimerait par rapport à ces projets de loi? Alors, c'est nos nouvelles. On va vous contacter. Vous allez recevoir des courriels pour une lettre commune pour mettre la pression sur la LCPE, mais on va aussi appuyer à 100% les revendications de la coalition canadienne pour la justice environnementale et climatique. Alors, oui, avant de laisser la parole à Naolo, j'inviterai les personnes à écrire dans le chat leurs questions, parce qu'après l'intervention de Naolo, on va poser les questions aux intervenants. Oui, Naolo, c'est à toi. Oui, OK. Très rapidement, en fait, on a le projet de loi 230 qui est un projet de loi pour la promotion de la justice environnementale au Canada. C'est en fait un projet qui a été commencé il y a plusieurs années par Dr. Ingrid Waldron qui a essayé de passer la loi depuis plusieurs années. Récemment, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir passer la loi au second reading et c'est vraiment juste l'élection qui a recommencé le processus. Donc, quel est l'objectif de cette loi-là? C'est vraiment juste d'envoyer un fort signal dans un premier temps du gouvernement fédéral pour signaler le fait qu'on reconnaît en fait le problème du racisme environnemental au Canada et qu'on veut adresser ce problème-là. Donc, la loi aussi amène le gouvernement fédéral à développer une stratégie nationale pour la promotion de la justice environnementale ici au Canada. Et cette stratégie-là inclura aussi une mesure au niveau de la collection de données, au niveau de la santé environnementale, la collection de données au niveau de la race. Donc, il y a plein d'autres mesures qui sont incluses dans ce projet de loi. Au niveau de la connexion avec la réforme de la loi canadienne sur l'environnement, ça fait déjà partie de nos conversations
Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction. On regarde en fait les deux projets de loi ensemble et on essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent se combiner. Et là, avec le retour du gouvernement, on espère en fait que le gouvernement va accélérer le passage de la loi. Sinon, on va être en mesure de recommencer le processus avec déjà certains leaders qui se sont déjà identifiés, qui veulent en fait ramener la loi sur la table. Est-ce que Voilà. je peux poser une question supplémentaire, juste Oui. pour être très clair, parce que moi j'ai entendu des personnes qui ont dit que ça serait bien d'incorporer la partie C du projet de loi C230 dans la LCPE. Oui. C'est quoi votre position là-dessus? Ben, en fait, je pense, ma position personnelle, non. La position de la coalition, c'est que si on est en mesure de le faire, tout en gardant toutes les garanties et les protections nécessaires en matière de justice environnementale, ça va être notre stratégie. Mais il y a aussi vraiment une valeur à avoir le projet de loi 230, à avoir sa propre loi, vraiment pour s'assurer qu'au niveau de la justice environnementale, on a en fait une loi spécialement pour ça. Mais si on est en mesure de l'inclure dans la loi sur la protection de l'environnement canadienne, ça serait quand même pas mal. Mais vraiment, je pense que la vraie question, c'est au niveau de la mise en œuvre de la loi, parce qu'en fait, l'objectif de la loi, c'est la protection environnementale des communautés. On ne veut pas juste une loi qui va pas être mise en œuvre. Donc, je pense que c'est vraiment là la conversation. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de contradiction, même au niveau des comités, au niveau de la coalition, ceux qui travaillent sur le projet de loi, ils en parlent souvent. Quelle est la meilleure stratégie? Et c'est le gouvernement qui va choisir, en fait. J'ai pas dit contradiction, j'ai dit compétition. Okay. Ouais, okay. Parfait. Donc, en fait, si je comprends bien, Jennifer a ouvert le bal aux questions. Donc, génial, on va continuer. Je vais lire une question qui a été posée dans la fenêtre et aussi un commentaire. Je peux le partager avec tout le monde, même si vous pouvez le voir. Donc, je vais commencer par le commentaire. Donc, Jeanne nous dit qu'il faut des coalitions fortes, donc beaucoup d'investissements à faire surtout les médias et réseaux sociaux. Elle donne l'exemple justement de la force dans le milieu, dans les groupes de femmes, justement les coalitions de groupes de femmes, donc Naissance-Renaissance, pour faire passer plusieurs projets, plusieurs organismes se sont mis ensemble, donc pour la pratique sage-femme, la création d'une école de sage-femme, en tout cas, plein de gains ont été faits comme ça en coalition, donc c'est vraiment très important pour elle qu'on ait des coalitions fortes. Une question est adressée à Pascal. Donc, c'est Jacqueline qui veut que, en fait, tu complètes. C'est vrai que tu as eu peu de temps, mais tu as parlé de victimes de pesticides. Donc, elle aurait aimé savoir, connaître les pesticides ainsi que les troubles de santé dont tu as parlé. Tu as parlé de Parkinson, mais si tu peux compléter aussi, voilà. Merci pour ça. Avant de répondre à la question, je souligne aussi que suite au scandale là, de l'augmentation des limites de résidus de pesticides sur l'alimentation autorisée par Santé Canada, paradoxalement, il y a également eu des engagements pour réformer la loi sur les produits antiparasitaires au fédéral, qui est celle qui homologue finalement les pesticides. Donc, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de travail aussi à faire conjointement, cheminer le projet de réforme de loi sur l'environnement et sur les produits antiparasitaires pour vraiment agir en cohérence sur tous les produits toxiques qui impactent la santé. Pour répondre à la question, effectivement, il y a beaucoup de pesticides qui sont homologués. Ça fait en sorte que c'est très compliqué d'identifier tel pesticide à tel effet. Et d'autant plus que chaque pesticide n'est jamais utilisé seul, mais toujours une combinaison. Donc quand on parle de pesticides, voilà, on parle d'herbicides, de fongicides, d'insecticides. C'est vraiment une diversité, et l'industrie qui pousse et qui vend ces pesticides se sert de cette complexité-là pour noyer en fait la causalité, puis semer le doute, littéralement. Mais je peux quand même dire les maladies avec lesquelles il n'y a absolument aucun doute que les pesticides sont en lien. Donc, j'ai parlé de lymphome non-Hodgkinien, le cancer de la prostate, du myélome multiple, de la maladie de Parkinson. Je m'excuse, vous n'avez pas parlé pas fort et je n'ai pas compris la première maladie que vous avez dit. Les lymphomes non-Hodgkiniens. Les lymphomes non-Hodgkiniens. Il y a actuellement beaucoup de procès, notamment aux États-Unis, contre Bayer,
qui a racheté Monsanto en lien avec des lymphomes, donc qui sont des cancers du sang, causés par l'utilisation de glyphosate, notamment. Mais il y a aussi également des maladies chez les enfants, donc les leucémies, les tumeurs cérébrales, les malformations congénitales, toutes les maladies neurodéveloppementales chez l'enfant. Puis après, il y a évidemment beaucoup d'autres maladies dont les présomptions scientifiques sont établies, mais sont légèrement moins fortes. Mais on parle de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs, d'impact sur la fertilité, fécondité finalement, des cancers, c'est ça, hormonodépendants, de tumeurs cérébrales, de mélanome, de sclérose latérale amyotrophique, troubles anxio-dépressifs. Bref, il y a énormément de maladies, puis là, j'en fais pas la liste complète, mais ça, c'est vraiment les listes des maladies qui sont les plus reconnues en lien avec les pesticides. Ça montre qu'il y a un énorme travail à faire de sensibilisation et surtout d'action pour sortir finalement la science au grand jour, puis contrer le travail de sape qui est exercé au quotidien par les lobbies agrochimiques, qui sont eux qui bénéficient aujourd'hui le plus de la vente de pesticides. Ce ne sont pas les agriculteurs, ce ne sont pas la population générale. Il y a beaucoup de mythes qui sont propagés autour de l'utilité des pesticides. Mais la réalité, c'est que l'industrie agrochimique a réussi à faire un système qui coince les agriculteurs et la population et qui bloque tout changement par leur force de lobby. Donc, j'espère que les futures coalitions actuelles et à venir sauront renverser tout ça. Puis, en tout cas, on en a bien besoin. Donc voilà. Merci beaucoup. On retourne dans la fenêtre, là. On retourne dans la fenêtre. Moi, il y a un commentaire que j'aime tellement parce que ça me ressemble. Je serais celle qui s'attacherait au barreau d'une prison. En tout cas, ici, il y a Jeanne qui nous dit pourquoi pas des actions plus dérangeantes, genre manif, sit-in de femmes qui ont eu le cancer du sein avec sur leur t-shirt la photo grandeur nature de leur sein, avec les coutures fraîches devant le Parlement, devant les industries reconnues polluantes, etc. Actions médiatisées, on n'est tellement pas assez dérangeantes. Oui, donc je tenais à lire ce commentaire parce que c'est vraiment, merci beaucoup Jeanne pour les idées. Voilà, donc je vois aussi que vous avez aussi dans la fenêtre, dans le chat, des liens vers des formations sur les perturbateurs endocriniens et d'autres liens là. Donc, n'oubliez surtout pas de les prendre parce que une fois qu'on sera parti, on sera parti. Enfin, je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Il nous reste encore très exactement à peu près 8 minutes ou 6 minutes, là, s'il y a d'autres commentaires ou d'autres... Ça peut être des commentaires. Je voulais aussi vous dire que il y a aussi dans la fenêtre des encouragements, il y a aussi des bravos pour les interventions, pour l'animation. Merci. Donc, si jamais vous voulez apporter des commentaires, que ce n'est pas des questions, mais vous voulez signifier des besoins, n'hésitez pas. Il n'y a pas de question. Moi, j'aurais une question pour Michel. Et j'ai mis dans le chat, parce que le rapport dont il a parlé de l'INSPQ, c'est vraiment, c'est assez hallucinant. Mais non seulement ils ne sont pas restés à la sensibilité chimique multiple, ils font un lien vers d'autres syndromes similaires comme la fatigue chronique. Et c'est vraiment des syndromes vécus très majoritairement par des femmes, hein. Par la fatigue chronique, le syndrome de stress post-traumatique, ça c'est un peu autre chose, l'électrosensibilité, la fibromyalgie, l'anxiété chronique, les troubles phobiques, le trouble panique. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mobilisation et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je trouve que c'est extrêmement grave pour tout ce qui est la lutte pour reconnaître le rôle des substances toxiques dans les maladies qui sont très difficiles à diagnostiquer. Et tu parles de banalisation et de nier le lien. C'est complètement nié. Qu'est-ce que chez vous, qu'est-ce que vous organisez là-bas? Actuellement, on a, parce que vous m'entendez, actuellement, Oui. on a une action, si vous allez sur notre site Internet, on a une action pour
Il s'agit d'entrer votre nom, votre adresse courriel et un clic et le ministre de la Santé, le premier ministre, la Santé publique, tout le monde reçoit le message. C'est très simple à faire. Et puis, personnellement, l'association, on écrit, on est en contact avec le ministère de la Santé, on écrit au ministre, on attend des réponses, mais on écrit au ministre. Et quand on parlait plus tôt, c'était très difficile de faire des changements au Québec. Je vous donne un exemple. Toutes les provinces canadiennes ont des hôpitaux sans parfum, sauf le Québec. Et quand on demande ça au gouvernement du Québec, on nous dit, ben, écoutez, on a un document sur la qualité de l'air intérieur. C'est une recommandation qu'on fait de ne pas utiliser de parfum et d'utiliser les produits les moins toxiques dans le milieu de la santé. Mais c'est une recommandation, point à la ligne. Puis évidemment, il n'y a aucun hôpital qui en a tenu compte. Alors, on invite les gens à participer à l'action qu'on a parce que si ce rapport-là tient, comme on dit, ben, ça va affecter les gens qui souffrent de d'autres conditions médicales aussi, hein, parce que tu n'as plus besoin de t'occuper des produits chimiques ou des parfums ou de ci, tout ça. Le problème, c'est dans la tête, c'est l'anxiété. Si on a un site Internet, La Vie Écolo, et qui est un paquet de produits alternatifs moins toxiques, en soins de santé, en soins corporels, en rénovation. En fait, c'est un site qui est pas mal complet. On continue à en ajouter. Et puis, pour la lutte pour les pesticides, ben, c'est pas simple. Nous, on s'est battu dans les années 2000. On a obtenu les règlements actuels. Et je peux vous dire qu'on a reçu des menaces de mort carrément de l'industrie parce qu'on leur nuisait. Hein. Bon, on n'a pas reculé. On a continué à agir quand même. Mais les pesticides, il ne faut pas regarder un pesticide à la fois. Il faut regarder le casse-tête au complet, pas juste un morceau. Et c'est en regardant les études différentes qu'on voit qu'il y a des liens vers la santé. OK. Juste pour continuer et pour... merci beaucoup, Michel, et aussi pour faire aussi être en même temps dans la chambre des messages. Il y a une représentante de la table des groupes de femmes de Montréal qui demandait si les groupes, je pense que ça s'adressait aux groupes, si on a fait une ADS+, analyse différenciée selon les sexes intersectionnels des enjeux environnementaux. Donc, moi, j'avais mis justement dans la fenêtre que c'est un grand besoin et que c'est un grand objectif justement de notre coalition qui va faire prévaloir une approche féministe intersectionnelle, ADS+. Puis aussi, je pense que c'est une lunette qui est priorisée par le réseau Femmes en Environnement. J'ai entendu Caroline le dire. C'est quelque chose aussi qui est priorisé également, une lunette intersectionnelle par BE Initiative. Quand on parle de racisme environnemental, ce serait étonnant de ne pas regarder aussi ce genre de variables. Donc, je suppose aussi que pour les autres groupes, Michel a nommé, il a nommé d'emblée quand il a commencé à parler que les incidences sont plus prégnantes sur les femmes. Je pense qu'on est tous pour ce genre d'analyse indispensable, mais reste à savoir si le gouvernement le fait. On n'en sait que trop, mais on n'en sait rien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ton apport dans la fenêtre, Catherine. Il y a Patricia aussi qui nous annonce une bonne nouvelle. Nous avons 3 ministres, 3 nominations. Hein. On espère que ça va faire un changement. Donc, Stephen Guilbeault à l'environnement, Marie-Claude Bibeau à l'agriculture et l'agroalimentaire, Jonathan Wilkinson aux ressources naturelles. Donc, comme ce sont des ministres qui se sont impliqués, qui ont démontré un penchant pour l'environnement versus l'économie simple, bon, est-ce que ça va faire une différence? Je vois Pascal qui remue la tête, mais nous avons encore 3 minutes si tu veux te prononcer là-dessus et je ferai la conclusion. Oui, mais malheureusement, je ne pense pas que ce gouvernement est capable de faire une différence significative sans être poussé fortement par des groupes comme nous, mais par la population en général. Mais voilà, il y a déjà eu des scandales, en tout cas dans le dossier des pesticides là, dans les derniers mois qui démontrent, à mon avis, l'inconscience complète et la collusion avec de nombreux lobbies agrochimiques. Donc, il y a besoin de faire plus d'actions, il y a besoin de se montrer véhément et de faire des actions, y compris, à mon avis, je pense, des actions de désobéissance civile, pour aller plus loin, pour interpeller, pour choquer aussi, parce que cette réalité-là, ces pollutions-là environnementales tuent à chaque jour, mais restent invisibilisées.
Donc, on a besoin d'en faire plus toujours. Et évidemment, on a très peu de moyens, mais il ne faut vraiment pas lâcher la motivation et toujours continuer. Donc, continuons et ne lâchons rien parce qu'il va falloir se battre et les pousser pour vraiment qu'il y ait des changements selon moi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Donc, il nous reste très exactement 2 minutes pour finir notre moment précieux. J'aimerais juste dire un oui. petit mot, si c'est possible. Oui, vas-y, je te laisse une demi-minute. Oui, pour rebondir sur ce que Pascal a dit, je suis tout à fait d'accord, il va falloir insister, mais je pense quand même que c'est une bonne nouvelle, ces ministres-là. Je me rappelle très bien d'une conversation avec Steven Guilbeault en 2009, quand il a reçu son Phénix de l'environnement. Nous aussi, on avait reçu un prix cette année-là et je lui avais parlé de toutes nos campagnes sur la santé environnementale. Donc, il est au courant que depuis 2009, c'est un dossier important. Il va falloir lui chauffer les fesses, mais je pense qu'on a quand même une chance avec un ministre qui sait que cette problématique existe. Très bien. Je laisserai la parole, par souci d'équité, à Naolo. Et puis, je ferai... Je voulais juste faire un commentaire rapide. OK, mon opinion personnelle sur ça, pour revenir sur ce que Pascal a dit, c'est que je pense que quand on essaie de renverser un système, surtout ce que j'appelle un système capitaliste, 1 ou 2, 3 personnes qui sont bien placées, ça ne va rien changer en fait. Moi, je ne veux pas être pessimiste, mais les défis qu'on a sont plus grands que ça. Et c'est pour ça que nous, le travail qu'on essaie de faire avec l'engagement environnemental des communautés noires, c'est en fait l'engagement de la population. Parce qu'en fait, si on regarde en fait la population totale, il y a toute une partie de la population qu'on n'a jamais vraiment essayé d'inclure dans ce travail-là. Et ces gens-là, ils vont voter souvent conservateurs, ils vont voter pour des gens qui n'avancent pas des agendas, qui les protègent eux-mêmes. Donc, tout ce travail-là, c'est vraiment important c'est pas juste de travailler pour les communautés noires, mais c'est pour travailler pour la nation complète. Tout le monde, pas juste les communautés qui sont proches de nous, mais aussi les immigrants, tous ces gens-là, ils vont voter aussi. Et à chaque année, on a les élections, on change de parti, tout ça. Donc, moi, c'est pour ça que je ne focus pas sur juste un champion, je ne focus pas sur juste un parti, on ne focus pas sur juste dire, oh oui, le parti vert ou les néo-démocrates vont arriver au pouvoir et ça va nous sauver. Il faut juste qu'on améliore les standards. Il faut juste qu'il y ait certaines choses qui ne sont plus acceptables, en fait, dans la société. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est en réussissant à convaincre vraiment beaucoup plus de gens dans la société. Et ça passe par aussi les communautés immigrantes, ça passe pour les communautés racialisées. Exactement. Tous les problèmes dont vous parlez sont des problèmes qui me touchent. Pascal, ce sur quoi tu travailles, l'autisme, tous ces problèmes-là sont des problèmes. J'aimerais vraiment beaucoup travailler avec tous ces organismes-là. Et notre intention, c'est de dire comment on peut amener les communautés noires et les communautés racialisées à valoriser ces enjeux-là aussi. Merci beaucoup, Naolo. Donc, tu parles vraiment centré certaines voix aussi qui sont très peu entendues et écoutées. Donc, merci beaucoup. On va conclure. On a 2 minutes de dépassement, mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous parler rapidement d'une initiative qui est faite par l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et Santé Urbanité. Donc, il y a une plateforme Je vote pour ma santé qui vise à positionner les enjeux d'aménagement urbain et de santé au cœur des prochaines élections municipales. Donc, il y a un site Internet qui va être mis dans le chat. C'est aussi une initiative à laquelle, enfin, que nous appuyons, Action Cancer du Sein appuie. Donc, juste prendre quelques minutes quand même, c'est important, même si on dépasse, pour vous remercier énormément, vous remercier Caroline, Pascal, Michel, Naolo, Electra et toutes les personnes présentes ici pour leur participation. Vous remercier pour le partage de vos expertises, expériences et on a entendu beaucoup de choses ce soir, vraiment beaucoup de choses ce soir. Il y a eu des mises en lumière. L'élément crucial semble être les impacts tentaculaires des substances toxiques sur nos corps, nos environnements. Ces injustices environnementales vont évidemment impacter les populations les plus marginalisées. Comment, la question de tout à l'heure, comment aborder ensemble ces incidences
c'est des substances toxiques sur la santé et avoir une voix plus forte. Caroline a parlé de plusieurs choses, mais elle a mis l'accent aussi sur la nécessité de campagnes de sensibilisation, d'éducation populaire, certes, mais une pression pour une action gouvernementale. Elle a rappelé le fait même, elle a rappelé par ce fait même l'importance de l'engagement de toutes et tous, lutter pour une réduction de l'exposition aux déclencheurs et aux toxines, cela sans déni de l'incidence des expositions aux substances toxiques sur plusieurs maladies dans les rapports gouvernementaux produits. Je retiens ça de Michel. Pascal a souligné que malgré les recherches effectuées au cours des dernières décennies, toutes les incidences, les diagnostics, tout ce qui a été, toutes les incidences des pesticides sur les maladies, sur la santé des êtres humains, maladies de Parkinson, cancer, tout ceci, malgré tout ça, il a nommé qu'il y avait très peu de prise au sérieux de ces sonnettes d'alarme-là. Electra nous a souligné les spécificités et les causes endogènes et exogènes de l'autisme. Charles a vraiment mis la lumière sur la valse des systèmes d'oppression que sont le racisme, le capitalisme débridé sur les enjeux de santé, et plus particulièrement l'intervention aussi de Jennifer sur qui nous a invités dans les possibles, à travers le projet de synergie, de travail concerté qu'Action Cancer du Sein propose pour initier des changements systémiques. Donc, juste pour dire que les liens, des fois, sont parfois faibles entre la recherche, l'action terrain, les politiques, la stratégie militante. Et comme on peut le constater, toute forme d'approche, toute forme d'analyse que vous priorisez dans vos différentes organisations, mais aussi le savoir des personnes qui ont été très peu entendues, sont essentiels pour qu'il y ait des réels changements. Donc, on retient vraiment ce soir que l'essence de nos préoccupations va résider dans la valse que sont les différents systèmes d'oppression. L'essence de nos réussites vont résider dans le travail ensemble, en coalition, et peut-être que ce travail concerté-là va être possible au sein de la CSQE, qui est la coalition en santé environnementale du Québec que Action Cancer du Sein propose. Donc, restez vraiment informés pour les prochaines actions. Comme dit Jennifer, ça a été très court, mais on a vraiment envie d'avoir une deuxième édition. Et Michel propose que ce soit une deuxième édition bilingue. On va vraiment sérieusement y penser. Merci, Michel. Voilà. Merci beaucoup à toutes et